Dans le cadre de la politique prioritaire du gouvernement, mieux protéger et accompagner les femmes victimes de violences, des parcours de femmes ayant subi des violences de la part du conjoint ou ex-conjoint ont été développés comme outils facilitant l'interconnaissance entre les acteurs du milieu. Les parcours sont un outil de formalisation permettant une compréhension commune et diversifiée à travers plusieurs grilles d'information. La ligne centrale, en bleu foncé, est le vécu de la femme dans les grandes étapes. En vert, on retrouve les liens avec les acteurs qui l'accompagnent et les dispositifs utilisés. Une courbe en bas représente ses émotions et ses charges de stress. L'ensemble est documenté par des verbatims représentatifs du vécu qui donnent corps aux étapes et des chiffres qui permettent de situer son vécu en tant que persona au regard de la population. On a choisi d'ajouter le vécu de Marc, le conjoint, ici indiqué en marron, ainsi que celui des enfants, en violet, car il joue un rôle important dans ce récit. Nous présenterons également des itinéraires bis. Voici le parcours de Maria, une mère de 3 enfants. Théo, 13 ans, Lucas, 10 ans et Margot, 8 ans. Maria ne travaille pas depuis la naissance du premier et toute la famille vit chez les parents de son mari, Marc. Ce parcours focalise sur le vécu des enfants dans le cas de violences conjugales, notamment les violences vicariantes. La naissance des enfants a été le moment déclencheur des violences physiques et psychologiques au quotidien. À noter que 40% des violences conjugales commencent pendant la grossesse. Et le choix de Maria comme personae est assez représentatif puisque 80% des femmes victimes de violences conjugales ont des enfants. Maria est consciente de sa situation, mais elle se sent complètement bloquée par sa dépendance financière avec son conjoint, car elle ne travaille pas. En parallèle, la dépendance de Marc à l'alcool augmente son agressivité. Elle se dit que trouver un emploi est une première étape. Sur Internet, elle trouve le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles et prend rendez-vous pour l'aider sur sa recherche d'emploi. L'association identifie rapidement une situation de violence conjugale et lui propose un accompagnement pour l'aider à planifier son départ. Cela peut prendre entre 6 mois et 2 ans pour réussir son plan de départ. Il est indispensable de bien tout planifier, les finances, le logement, pour éviter les failles et les cycles d'aller-retour qui présentent des risques d'aggravation des violences. En parallèle, un enseignant de Théo observe des absences répétées et des changements de comportement. Théo est de plus en plus violent avec ses camarades. La CPE et l'assistante sociale du collège le convoquent à plusieurs reprises. Il s'inquiète et décide de prendre contact avec les parents. Ici, on peut voir que si le corps éducatif est sensibilisé aux signaux faibles, l'école peut être un espace de détection par le biais des enfants. La CPE du collège convoque Maria et Marc pour comprendre la situation et remarque des marques sur le bras de Maria, qui paraît très en retrait et parle peu. Lors d'une énième convocation pour Théo, Maria y va seule. La CPE lui parle des marques qu'elle a vues et Maria finit par lui parler de la situation qu'ils vivent à la maison, malgré sa peur d'être considérée comme une mauvaise mère. D'une écoute attentive, la CPE oriente Maria vers la maison de la métropole pour l'aider à sortir de cette situation. Avant de continuer le récit de Maria, revenons en arrière dans un itinéraire bis. Ici, Théo a été sensibilisé aux situations de violence via les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, EVARS, et il est peut-être plus en situation de faire le lien avec ce qu'il se passe chez lui et de le raconter lors d'une des convocations de la CPE. Suite à cela, la CPE et l'assistante sociale signalent à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Une visite surprise s'ensuit au domicile familial et ce jour-là, Marc est alcoolisé. L'état de la maison laisse entrevoir des situations à risque pour les enfants. L'assistante sociale informe immédiatement le juge des enfants qui ordonne une mesure judiciaire de placement des enfants. Les enfants sont mis en sécurité. Malheureusement, le placement des enfants n'engage pas nécessairement une orientation pour la prise en charge de la mère. Maria, se retrouvant sans leurs enfants au domicile familial, se sent en insécurité. Elle part de chez elle. Sans autres ressources et en l'absence de logement et d'hébergement d'urgence, elle se retrouve à la rue. À noter qu'il a pu arriver par le passé que des travailleurs sociaux désemparés devant ces situations accueillent chez eux ces femmes, malgré le risque encouru en commettant cette faute grave. Cela témoigne du traumatisme possible vécu par les agents qui suivent ces personnes. Mais revenons maintenant à la réalité de Maria. Maria est orientée par la CPE vers la maison de la métropole qui lui propose un accompagnement global.
recherche d'aide d'urgence auprès de la CAF, recherche de logement par la maison de la veille sociale, recherche d'emploi avec une association et accompagnement psychologique. Ici, on pointe le besoin d'un référent unique qui facilite les diverses démarches. Un logement temporaire est proposé à Maria, elle est prête à partir et attend le moment où ni Marc ni les parents de Marc ne sont présents à la maison pour enclencher le déménagement d'urgence réalisé par une association. Marc se rend compte de leur départ et explose de colère. Il tente de tirer des informations auprès des voisins et de l'école des enfants le lendemain. On peut noter qu'il y a des risques importants que la violence se répercute sur l'entourage ou sur les professionnels lors du départ. Maria décide de porter plainte à la gendarmerie, où elle est auditionnée en tant que victime de violences conjugales. Pour les enfants, elle est orientée vers la maison de protection des familles du Rhône, où les conditions d'audition spécialisées sont adaptées aux victimes de violences intrafamiliales. Les auditions sont réalisées avec des spécialistes et filmées pour éviter de faire répéter. Pendant ce temps, Marc est placé en garde à vue et déféré devant le juge des libertés et de la détention, qui le place sous contrôle judiciaire, avec injonction d'éloignement du domicile familial le temps de l'enquête. Les enfants, quant à eux, reçoivent un accompagnement psychologique via la maison de la métropole. La maison de protection des familles réfère au juge des affaires familiales afin de délivrer une ordonnance de protection pour toute la famille et donner accès à l'aide universelle d'urgence pour Maria. Maria reçoit un accompagnement juridique par un binôme avocat-association spécialisée dans les violences conjugales. La vulgarisation juridique est très importante pour permettre une réelle prise en charge de l'histoire de la victime lors de l'enquête puis du procès. Certains avocats acceptent d'attendre la fin du procès pour être payés par les fonds de garantie. Marc est reconnu coupable par le tribunal correctionnel et écope de 5 ans de prison avec sursis probatoire et d'une injonction de soins d'addictologie. On pointe ici un angle mort qui peut exister lors des enquêtes. C'est l'audition des parents de Marc. Ils sont témoins des situations de violence de leur fils dans leur domicile et devraient être auditionnés pour non-dénonciation de délit et non-assistance à personne en danger. Suite au procès, Marc est pris en charge par le Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie pour effectuer un sevrage. Pour Maria, c'est un second déménagement vers un logement pérenne et une nouvelle école pour les enfants, où ils ont du mal à s'intégrer. Le stress vécu pendant tant d'années déclenche une décompensation chez Maria, qui a de plus en plus de mal à s'occuper de ses enfants. Eux ne comprennent pas l'état de leur mère et sont de plus en plus en tension avec elle. Maria refuse que Marc voie les enfants, mais furieux d'en être coupé, il reprend quand même contact avec Lucas par le biais des réseaux sociaux et Lucas raconte les tensions vécues à la maison. Grâce notamment à des cadeaux, les enfants reprennent confiance en leur père. Lucas commence même à être violent verbalement avec sa mère et Marc réussit à obtenir l'adresse de leur nouveau logement. C'est malheureusement un moyen récurrent utilisé par les auteurs, d'utiliser le flou du droit parental pour continuer d'exercer de la violence envers la mère, en utilisant notamment le conflit de loyauté, et de jouer avec la sensibilité des enfants. Maria commence à croiser régulièrement Marc dans son quartier. Elle le signale au commissariat. Malgré tout, Marc continue et rend visite à Maria à son domicile et provoque une dispute qui blesse Maria sous les yeux de leurs enfants. Le suivi des violations du contrôle judiciaire est insuffisant pour assurer une réelle protection des victimes, avec 62% des récidives causées par le non-respect de l'ordonnance de protection. Le droit parental de Marc est finalement retiré et le divorce est prononcé. Cela intervient néanmoins plus d'1 an et demi après le procès. Maria tente de se reconstruire, mais a encore du mal à faire des choses simples. L'association l'accompagne vers plus d'autonomie et de confiance en elle, à travers le sport et l'art-thérapie. Les comportements de Lucas ne cessent d'empirer. Violence, addiction, isolement. Et Maria finit par perdre contact avec son fils. Elle reste très proche de Margot et Théo. La reproduction des schémas de violence est un véritable fléau, puisque 50% des jeunes délinquants ont vécu dans un milieu familial violent, et que plus de 40% des hommes violents envers leurs conjointes ont eux-mêmes été exposés aux violences conjugales dans leur enfance. À noter que les enfants ont aussi 3 fois plus de probabilité de devenir de futures victimes de violences dans leur couple. À chaque procédure judiciaire, les rencontres avec Marc continuent de mettre Maria à l'épreuve et la fragilisent. Elle retrouve un travail 6 ans plus tard, dans le domaine qui l'a aidé à s'en sortir, et reste très proche de Margot et Théo,
malgré la perte de contact avec Lucas. Mais si nous revenons un peu en arrière, avant de tomber dans sa phase de décompensation, Maria aurait pu accéder à d'autres formes de soutien, via cet itinéraire bis. En contactant l'aide sociale à l'enfance, elle peut recevoir un accompagnement au quotidien avec les enfants, via le dispositif d'aide éducatif à domicile. Également, saisir le juge des affaires familiales pour réglementer les droits parentaux peut permettre d'acter les droits de visite et d'hébergement, ainsi que de prononcer le divorce. Le jugement ouvre l'accès à des espaces de rencontres protégés pendant 6 mois, qui permettent d'encadrer les visites de Marc avec ses enfants. Le jugement permet aussi à Maria d'être accompagnée dans sa parentalité, par exemple avec une médiation avec Lucas si le besoin persiste. Actuellement, la saisie du juge des affaires familiales sur des procès pour violences conjugales ne fait pas partie des 19 types d'obligations à actionner, mais une réforme pourrait être envisagée. Cela permettrait de pacifier les relations parentales et éviter les escalades de violence par la suite. Les grands axes ressortants de ce parcours sont former le milieu éducatif à la détection de signaux faibles, généraliser et réglementer l'accompagnement à la coparentalité, et enfin, renforcer l'accompagnement pour la reconstruction de la victime.